What's up tout le monde? De retour pour un 6e épisode du Face à Face podcast. Je tiens à remercier l'équipe de 24 Films qui est présent aujourd'hui encore une fois pour assurer le tournage et le montage par la suite. Aujourd'hui, on se trouve au salon du Stade Canac pour rencontrer le président des Capitales de Québec, Charles Demers. Charles, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'être présent. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui, super bien, merci. Président des Capitales de Québec, c'est quand même quelque chose qui est récent pour toi. Après quelques mois, comment tu te sens par rapport à tout ça? Ça va bien. Comme Michel l'avait dit lors de son départ, la maison était en ordre. Là, on avait une super de belle équipe. Puis, ça fait quand même 12 ans que je suis avec l'organisation des Capitales. C'est ma 12e saison. Donc, j'étais quand même habitué et c'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Puis, on a une super de belle équipe administrative. On a une belle stabilité au niveau des opérations baseball. C'est Patrick qui est à sa 13e année avec l'organisation déjà. 13e ou 15e année, je pense que c'est 15e année. C'est assez remarquable. Là. Donc, non, ça va vraiment bien, fait qu'on est content. L'équipe est rodée, là, comme on peut Oui, dire. c'est ça. Je dirais qu'on peut dire que l'équipe était bien rodée, tout est en place pour que ça soit bien fait dans la continuité, comme on peut dire. Est-ce que justement, vu que tu étais présent depuis longtemps, tu as comme eu le temps d'apprendre tout ce qu'il fallait pour être prêt à avoir le poste de président ou il y a quand même eu des ajustements, des nouveautés pour toi une fois que tu as eu le nouveau titre? Il y a quand même eu des ajustements. C'est pas quelque chose que j'anticipais nécessairement. Là, OK. j'avais occupé le poste de directeur général de l'organisation pendant 4 ans. Récemment, j'avais été nommé vice-présidente pour une saison. Donc, ça faisait 5 ans que je gravitais autour de la gestion, de l'administration de l'équipe et ainsi de suite. Puis lorsque Michel a annoncé son départ, bien, ça m'a un peu pris par surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. OK. Mais oui, effectivement, des petits ajustements à faire. Il y avait des tâches là, que moi, je n'étais pas du tout impliqué à l'époque, comme par exemple représenter l'organisation dans les rencontres de ligue, Ouais. les rencontres de propriétaires, voyager plus pour... Fait que c'était tout le temps Michel Laplante qui s'occupait Oui, de exactement. Puis de tout ce ce qui volet-là. était plus le volet également, le gouvernemental, municipal, gestion du stade dans sa globalité. Donc, c'était beaucoup ça. Puis, tu sais, Michel avait aussi là, une implication communautaire avec différents organismes de la Ville de Ouais. Québec. Donc, évidemment que j'ai repris cette partie-là également. Là. Puis est-ce que c'est des choses que tu aimes faire, tout ce qui est nouveau pour toi? Bien, je m'habitue tranquillement. Ouais. C'était pas quelque chose qui était naturel en moi. Là. Tu sais, Michel, ça faisait quand même là, 25 ans, 26 ans qu'il Ouais, faisait c'est ça. ça. Tu sais, c'était rendu inné pour lui. Puis, on se cachera pas qu'on a quand même une bonne différence d'âge aussi. Là. Tu sais, Ouais. on a 25 ans de différence, Michel et moi. Là. Donc, on n'avait pas la même expérience, la même. Mais tu sais, je pense que la clé là-dedans, c'est de bien de s'entourer. Ouais. J'ai beaucoup de mentors, beaucoup de gens autour de moi. Michel est encore très près de moi également. Là, tu sais, c'est mon consultant personnel. Là. OK. Donc, Fait qu'il s'implique encore un peu ouais, c'est ça. en retrait. C'est ça. Il est beaucoup moins présent au stade, Ouais. mais son téléphone est toujours ouvert. Puis quand j'ai des questions, ben, je me permets de l'appeler. Là. C'est quoi le leg justement que Michel Laplante laisse au capital? Je pense que c'est, tu sais, si je pouvais l'imager, pardon, c'est comme si pendant des années, tu montres une montagne en espérant avoir un super de beau paysage. Ouais. Puis tu montes, puis tu le vois jamais le paysage parce que c'est toujours très difficile, puis les résultats financiers sont pas toujours au rendez-vous, puis financièrement, la Ligue est en difficulté à l'époque également. Donc, plein de facteurs comme ça. Puis finalement, ben, on arrive en haut, puis le paysage est beau. Donc, je pourrais dire que Michel nous a laissé un beau paysage. Puis, c'est comment on peut faire maintenant pour le maintenir, puis même l'améliorer à chaque année. Donc, Ouais. C'est le but justement, c'est de tout le temps améliorer l'expérience client puis ouais. le produit sur le terrain. C'est ça notre vocation, en fait. C'est là-dessus qu'on travaille à tous les jours de notre vie. Là. Durant l'automne, l'hiver, le printemps, les gens pensent souvent que c'est un emploi qui est à l'année. Tu sais. Ouais. La réalité, c'est que oui, c'est un emploi qui est à l'année. Puis notre équipe administrative se creuse les méninges beaucoup pendant l'hiver pour justement, pendant la saison morte, pour trouver une façon d'améliorer l'expérience client, amener des nouveautés, offrir un meilleur spectacle, puis toujours en redonner plus aux consommateurs. Justement, ça me fait penser, cette année, vous avez instauré un deal, si on veut, que la bouffe à 3 je pense. Comment c'est possible d'arriver avec une offre comme ça pour le client en période... tu sais, on sait que l'économie, c'est comme tout augmente en fou. Comment vous êtes arrivé à... Il faut être créatif, il faut penser plus loin que simplement le coût de la marchandise et ta profitabilité à la fin de l'année. Tu sais,
je suis arrivé dans une session de brainstorming qu'on a tous les semaines avec l'équipe. Puis on a élaboré toutes les idées possibles de comment on pourrait faire pour améliorer pour se distinguer dans le divertissement, dans le monde du sport par rapport aux autres organisations. Puis, on a trouvé une façon créative d'en offrir plus, puis donc de tout mettre à 3 $. On s'est dit 3 championnats consécutifs, 3 $. On s'est dit pourquoi pas. Mais là, on se dit que peut-être l'année prochaine, on va être obligé de mettre ça à 4 $ si jamais on gagne le championnat. Mais non, c'est ça, c'est venu vraiment d'une session de brainstorming. Puis on s'est mis à la table à dessin, puis on a fait nos calculs, puis c'était une bonne stratégie. Tu abordes les 3 championnats d'affilée, puis je ne veux pas trop m'étirer sur les performances, là, mais est-ce qu'une fois qu'on gagne 3 championnats de suite, ça devient comme un standard de vouloir aller jusqu'au bout, puis tu sais, day one du training camp, mettons, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout encore une fois? L'objectif à Patrick, c'est toujours de remporter le championnat, le dernier match de l'année. Toujours. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on remporte les championnats à chaque année. On est quand même dans une ligue à 18 équipes maintenant, donc la compétition est beaucoup plus féroce. On met toujours nos standards là, très élevés au niveau des opérations de baseball, contrairement, on va dire, à des équipes universitaires ou des... il n'y a pas de cycle dans notre cas à nous. Donc, on dit souvent il y a un cycle... comme dans le junior majeur. Un peu comme dans le junior majeur, il va y avoir. Donc, nous, on peut vraiment, là, si jamais on n'aime pas notre équipe, bien, complètement libérer des joueurs puis en signer des nouveaux si jamais ça se présente, là, la qualité des joueurs se présente. Donc, il y a plein de règles au niveau que je vous épargne, là, au niveau des statuts des joueurs, au niveau de la provenance, et ainsi de suite. Il faut rester dans ces balises-là. Mais oui, c'est ça. Fait que on essaie à toutes les années de mettre une équipe qui est compétitive sur le terrain, puis évidemment, non seulement faire les séries, mais se rendre le plus loin en série. Là. Au niveau du recrutement, justement, comment vous déterminez votre bassin? Vous avez des pisteurs à gauche, à droite? Comment ça se passe? On n'a pas de dépisteurs, on a des super de bons contacts, puis on a des connexions avec différents agents, mais aussi avec différents pays. Je pense que la force à Patrick, c'est d'être en mesure d'aller recruter des joueurs un peu partout dans le monde. Contrairement aux autres équipes dans la Ligue où qui ont une majorité de joueurs américains, nous, les Américains, cette année, c'est exceptionnel, sont minoritaires dans notre équipe. Donc, on a des joueurs qui viennent du Japon, on a des joueurs qui viennent du Venezuela, on a des joueurs qui viennent de Porto Rico, de la République dominicaine. Je pense qu'il y a 7 ou 8 ou 9 nationalités là, dans l'équipe actuellement. Wow. Et parfois, bien, pour des raisons administratives, bien, les autres équipes de la Ligue frontière, on va parler des équipes américaines, n'ont pas la capacité d'aller chercher ces joueurs-là. Pour des questions de visa, pour des questions Donc, nous, on a cette liberté-là, puis cette belle capacité à vraiment creuser puis à aller chercher des joueurs de la République dominicaine, de Cuba, du Portugal. Même cette année, on a un joueur qui est un peu... Portugal? Ouais, ça ne joue pas au baseball là-bas, mais il est de nationalité portugaise. On a des Australiens, on a 3 Australiens dans l'équipe également. Fait que c'est vraiment cette capacité-là, je pense, à avoir des contacts un peu partout. Puis la renommée de l'organisation, je pense, fait en sorte qu'on est capable d'attirer toujours des bons joueurs. Donc, je vais vous donner un exemple. Un bon joueur qui joue actuellement pour les Capitals ou qui a déjà joué pour les Capitals, puis qui a apprécié son séjour ici, puis qui a été bien traité par l'organisation, c'est sûr qu'il va donner des bonnes références. Oui, il en parle en bien aux autres. Il en parle en bien, puis ça a un impact. Puis, on traite les équipes adverses qui viennent ici au stade de la même manière. Donc, on prend vraiment soin des autres équipes qui sont logées dans un super de bel hôtel en ville. La nourriture est bonne, ils ont vraiment un bon service. Fait on ne sait pas, peut-être que ce joueur-là qui joue pour l'autre équipe, un jour, il va être libéré par son équipe et il va vouloir venir jouer à Québec. Ça devient attrayant là, pour les joueurs de venir ici. C'est comme une destination. C'est un tout, je pense. Là. Les contacts, la bonne renommée de l'organisation qui fait en sorte qu'on se distingue à ce niveau-là. Ouais. Toi, au niveau personnel, là, tu as 31 ans, si je ne me trompe pas, tu es devenu président récemment. Comment ça commence ton histoire avec le baseball? On ne devient pas président du jour au lendemain. Tu disais ça fait 12 ans que tu es dans l'organisation, mais si tu veux m'expliquer un peu les steps que tu as eu à prendre puis comment ça s'est créé le lien avec les Capitals? Oui, bien moi, en fait, ça a commencé, là, puis ça a commencé au début des années 2000-2001. J'étais un jeune joueur de baseball sur la Rive-Sud de Québec, puis mon équipe accompagnait les joueurs sur le terrain pour les hymnes nationaux, là, comme on voit à chaque match. Là. Puis moi, ben, j'accompagnais un joueur. Puis à l'époque, le joueur,
c'est un peu un concours de circonstances, mais c'était Patrick Scalabrini, qui est le DG ici. qui est maintenant notre gérant avec l'équipe. Et moi, j'ai une photo encore de ce match-là chez moi. Puis mon histoire d'amour a commencé comme ça avec l'équipe. À chaque année, je venais avec ma famille 2, 3, 4, 5 fois. J'ai participé aux académies de baseball là, des capitales, donc à l'Académie de baseball des capitales quand j'étais jeune. Michel Laplante, Patrick, Eddie Lantigua, c'était tous des entraîneurs qui m'ont coaché. Est-ce que tu aurais pu imaginer à ce moment-là te retrouver non. des années plus tard? Non, c'était pas vers ça vraiment que je me voyais nécessairement. Mais tu sais, j'ai fait mon baseball mineur en secondaire 2, secondaire 3 jusqu'en secondaire 5, mon programme sport-études baseball également. Ouais. Par la suite, j'ai été repêché par les Diamants de Québec, puis j'ai joué 5 ans au stade avec les Diamants de Québec. Donc, je connaissais bien le stade quand même. Plusieurs joueurs à ce moment-là, là, à 16, 17, 18 ans, bien, leur plus grand souhait, c'est d'aller jouer aux États-Unis. Ouais. Moi, j'ai vite compris que malheureusement, je manquais de talent. J'étais un joueur moyen, correct, mais je manquais de talent pour aller aux États-Unis. Fait que, à ce moment-là, il fallait quand même que je m'oriente ailleurs. T'sais. Puis là, j'ai commencé à étudier à l'université, puis j'ai fait mes études. Puis en 2014, donc saison 2014, bien, je donnais une académie de baseball ici au stade sur le terrain. Je coachais. Puis Michel est venu me voir pendant la journée puis il me disait ça t'intéresse-tu de travailler pour les capitales? Venir avec les capitales. Puis je dis ben oui, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que tu veux que tu me verrais où dans l'organisation? Ben il dit ça serait comme bénévole pour commencer. Okay. Fait que là, il dit, parce qu'on est en cours de saison, puis malheureusement, j'ai plus de budget pour payer des employés, donc ça serait comme bénévole pour commencer. Puis tu seras en charge de l'équipe promotionnelle, donc les gens qui lancent des T-shirts dans les estrades puis qui sont avec Capi. Puis je dis, bon, ben j'ai dit, c'est bon, c'est correct, j'accepte ton offre, puis je commence. Fait que j'ai été bénévole la première année. Puis la deuxième année, bien là, de fil en aiguille, les postes s'ouvraient tranquillement au niveau de l'organisation. Puis là, la boutique souvenir m'intéressait, donc j'ai commencé à gérer la boutique souvenir. L'année d'après, bien là, il y avait le marketing maintenant qui s'ouvrait. Donc, bien, ça m'intéresse, ça, bien, je vais prendre le marketing. Puis là, de fil en aiguille, j'ai fait à peu près tous les postes dans l'administration. Puis là, parallèlement à ça, c'était le meilleur des mondes parce que je pouvais étudier pendant l'automne, l'hiver, c'était plus tranquille à l'université. Puis, durant l'été, bien, je pouvais travailler à temps plein. Tu sais. Concentrer là-dessus. C'est ça, exactement. Puis là, bien, lorsque j'ai fait ma maîtrise, bien, j'ai fait un mémoire de recherche. Puis mon cas d'analyse, c'était sur les capitales de Québec. C'était analyser les déterminants qui peuvent influencer les assistances au niveau du baseball professionnel. Puis mon cas d'analyse, dans le fond, c'était sur les capitales. Puis j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts et beaucoup de temps là-dedans. Puis c'est vraiment là que la piqûre est venue de m'impliquer davantage au niveau de mon poste dans l'administration, en gestion et ainsi de suite. Et là, bien, c'est là que Michel m'a offert le poste de directeur général de l'organisation. Puis depuis ce temps-là, bien, l'histoire, c'est J'imagine que eux, par rapport au projet de mémoire, eux, ils ont pu collaborer beaucoup, fait que ça a facilité comme le projet. Tellement, parce que c'était tellement le meilleur des deux mondes, parce que j'avais le volet académique qui était à l'université, mais j'avais un super de beau laboratoire à l'interne pour tester nos nouvelles stratégies. C'est une expérience concrète, là, exactement. malgré que tu es aux études. Exactement. Donc, ça me permettait vraiment de tester les différentes stratégies, vraiment mieux comprendre les différents profils de nos consommateurs qui viennent au stade, vraiment mieux écouter, apporter des outils technologiques nouveaux qui vont nous permettre d'améliorer l'expérience client. Puis c'est comme ça que c'est venu, là, cette histoire-là. Est-ce que tu pratiques encore le sport de façon récréative, j'imagine? Je joue au golf. Okay. Durant la saison estivale, c'est plus difficile de trouver du temps pour jouer au golf. Mais oui, je joue au golf. Puis je fais de la course à pied également. Okay. Longue distance? Courte distance. J'essaie de juste pour me tenir en forme puis garder l'esprit sain durant c'est très bon, la course à pied. Oui, c'est ça. Puis on a un petit bonhomme, ma conjointe et moi, de 15 mois en ce moment. Donc, ça tire du jus. Ça tire du jus, oui, c'est ça. Mais c'est tellement des bons moments. Puis, tu sais, il vient souvent au stade. Puis, je pense que ça va être un super de bel emplacement. Puis, un environnement qui va être propice là, à son développement et à son épanouissement là, au fil des prochaines années. Avec ton jeune âge, puis la prise de ce poste-là, est-ce que tu te projettes dans le futur puis tu te dis je veux un peu avoir la même carrière que Michel Laplante puis de rester le plus longtemps possible avec l'organisation ou tu prends ça au jour le jour puis
il arrivera ce qui arrivera, puis tu en profites en ce moment. Comment tu vois ça? J'ai tout le temps eu beaucoup de difficultés à me projeter dans l'avenir. Tu sais, comme je te disais tantôt, je me suis jamais vu président des capitales. Ouais, c'est ça. Je me suis jamais vu copropriétaire des capitales non plus. Tu sais, puis tout est arrivé très rapidement. Puis j'ai tout le temps fait confiance en la vie, puis à profiter du moment présent, puis à profiter au jour le jour, puis bien faire les choses. Puis tu sais, je voyais comme un peu ma vie comme un grand coffre à outils. Puis chaque étape de ma vie chaque expérience était un outil de plus dans mon coffre à outils. Puis, je le vois encore comme ça aujourd'hui, même si. C'est une belle façon de voir les choses. Je vois pas que j'ai accompli quelque chose encore. Là, il en reste encore énormément à accomplir. Puis moi, je vois vraiment ça comme un outil de plus dans mon coffre à outils. Puis on va voir où est-ce qu'on va se rendre avec ce coffre-là. Présentement, je suis bien, je suis heureux, je suis épanoui avec les capitales. Je suis vraiment content de la tournée des événements. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais être un deuxième Michel Laplante parce que je le connais assez bien. Puis c'est un ami proche, un deuxième père, comme on peut dire ça. Fait il y a sa personnalité, il y a cette aura-là. Moi, je ne l'ai pas, cette aura-là encore nécessairement, mais je vais essayer d'apporter ma couleur à l'organisation, certainement pour les prochaines années. En tant que président, comparativement à, par exemple, l'entraîneur ou le DG qui a probablement un contact plus étroit avec les joueurs, toi, c'est quoi ta relation avec les membres de l'équipe? Bien, en fait, moi, j'ai une relation beaucoup avec notre directeur général, Mike Pétillon, qui gère les opérations quotidiennes du bureau administratif des capitales. Puis j'ai une très belle relation avec le gérant, Patrice Calabrini, qui est également l'entraîneur-chef des capitales. Donc, ma relation est vraiment entre ces deux personnes-là. Je suis également beaucoup impliqué au niveau du corporatif, là, donc les partenaires corporatifs qui viennent au stade. J'essaie de demeurer très près également des partisans. Ouais. Donc, tu sais, j'aime avoir le pouls du terrain, j'aime savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, contrairement à ce que c'est ça. L'information à la source. C'est ça. Puis, tu sais, j'essaie de connaître, si on a 320 employés au stade, j'essaie de connaître tous les noms de tous les employés, même les percepteurs, les gens du stationnement, je les connais tous par leur nom. Donc, j'essaie le plus possible d'apprendre les noms, de m'intéresser à eux, puis en fait, de faire partie de la famille avec tout le monde. Puis c'est le même principe au niveau des bad boys qui ramassent les bâtons sur le terrain. C'est le même principe au niveau des joueurs, leur famille. J'aime accueillir la famille lorsque un joueur invite sa famille à venir visiter Québec. J'aime prendre soin des familles des joueurs. J'aime m'assurer que les joueurs sont entre bonnes mains, sont bien traités. Donc, mon rôle est vraiment, vraiment d'assurer une cohésion entre toutes ces personnes-là, je pense. Est-ce que tu dirais que le fait que vous soyez autant victorieux dans les dernières saisons, est-ce que ça a un impact positif? Bien, c'est sûr que ça a un impact positif, par exemple, sur les assistances, mais est-ce que, par exemple, dans le passé, quand vous aviez des moins bonnes saisons, c'était l'effet contraire ou il y a toujours eu de l'engouement pour les capitales puis c'est stable? C'est sûr que les victoires aident assurément, mais de 2009 à 2013, on a remporté 5 championnats consécutifs, puis malheureusement, les assistances étaient en baisse. OK. C'est étonnant quand même. C'est étonnant, mais c'est une belle réflexion à avoir quand même de comprendre pourquoi que les gens viennent au stade. Ouais. Donc oui, c'est le fun d'avoir une équipe qui gagne, c'est le fun, ça donne un meilleur spectacle, l'ambiance est festive, et ainsi de suite. Mais notre slogan, c'est plus qu'accessible, plus que du baseball. Donc comment qu'on est en mesure d'offrir le plus que du baseball? Donc c'est la raison pourquoi on a des thématiques à presque tous les soirs. C'est la raison pour laquelle on a un spectacle d'entrée. On a la terrasse également. Les gens qui viennent sur la terrasse, il y a un happening avec de la musique qui est là également. Constamment, il y a toujours des feux d'artifice, les hot dogs à 1 $, les billets enfants à 5 $, du maquillage, les jeux gonflables. Donc, les gens viennent pas simplement pour voir les capitales gagner. C'est ça, c'est une expérience globale en Exactement, c'est vraiment ça. Puis c'est ça l'objectif, c'était de se démarquer de ça. Puis c'est ça là, un petit peu le virage qu'on a fait. Lorsque je suis arrivé, moi, avec les capitales, l'équipe en place avait déjà commencé ce virage-là. Tu sais, autour des années 2013-2014, je me souviens, toute l'équipe administrative qui était en place avait déjà commencé à s'en aller dans cette direction-là. Puis on a simplement fait que poursuivre puis investir dans ce volet-là qui est tellement important. Puis c'est ça. Fait que je pense que oui, les victoires attirent, mais tu sais, en 2019, pour vous donner un exemple, là, en 2019, on a eu notre pire saison de baseball en 22 ans à cette époque-là.
Puis on avait eu notre meilleure année d'assistance. OK. Donc, tu sais, on comprenait à ce moment-là qu'on avait quelque chose entre les mains, là, que les gens venaient, mais tu sais, on a seulement 150 détenteurs de billets de saison. OK. Mais le stade est souvent plein. C'est ça. Fait que c'est pas le même monde qui revient à chaque soir. C'est du C'était monde. ça ma prochaine question. Ouais, c'est ça. Vous le voyez que c'est. Mettons, il y en a qui viennent pas tous les soirs, mais il y a souvent des nouveaux gens qui viennent au stade. La fréquence, selon nos chiffres, là, c'est environ entre 2 et 3 fois par année OK. que les gens viennent vivre une expérience. Ouais. Il y a les détenteurs de billets de saison qui sont là presque tous les soirs, puis on en prend soin. On n'augmente pas leurs billets de saison. D'ailleurs, on a pris la décision de ne plus vendre de billets de saison OK. depuis 2 ans parce que la réalité, c'est qu'on a tellement de soirs complets que malheureusement, on n'a pas un amphithéâtre qui peut contenir 10 000 places, 10-12 000 places. Donc, si on vendait 3 000 billets de saison, bien, ça laisserait de la place seulement pour 1 200 personnes. Ouais, c'est ça, c'est pas beaucoup. 1 300 personnes pour monsieur, madame, tout le monde qui vient voir du baseball. Donc, on a pris la décision de ne plus en vendre, mais de prendre soin de nos abonnés qui sont là depuis des années. Puis on n'a pas augmenté le prix du billet de saison, je pense, depuis 2017. Donc, surtout en période d'inflation, puis sachant l'économie, je pense que c'est très apprécié. Puis justement, bien, ça répond bien à votre slogan plus qu'accessible. Donc, c'est une belle réussite pour vous. Est-ce que dans la Ligue, le Stade Canac, c'est un gros stade ou ça se tient en moyenne? Y en a-tu des plus gros? Ça se tient dans la moyenne. OK. Je vous dirais qu'il y a quelques stades là, qui tournent autour de 6, 8. Il y a un stade à 10 000 Puis ils réussissent à remplir? Pas Jamais? toujours. OK. C'est rare. En fait, on est deuxième dans la Ligue actuellement pour la moyenne des assistances. Ouais. Il y a l'équipe de Schaumburg qui est toujours en première place parce qu'ils ont un stade à 8 000 personnes. Puis les autres sont en mesure de mettre parfois 8 000, Mais des fois 7 000. il y a juste ça là-bas, C'est ça, probablement. exactement. Fait que c'est en banlieue de Chicago. Ils ont un super de beau stade, OK. puis une super de belle organisation. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, le stade de New York également, c'est un super de beau stade, un stade de 10 ou 12 000 places. Ottawa, c'est un stade de 10 000 places également. Trois-Rivières, c'est exactement le même stade ou presque. Là. OK. Il a été construit en même année, en 1938. C'est le même type d'édifice. Est-ce que si au fil des saisons, vous avez encore d'aussi bonnes assistances, est-ce que ce serait envisageable de faire des améliorations au stade de sorte à pouvoir accueillir plus de gens si la demande est là? Pour l'instant, ce n'est pas dans les plans d'ajouter des estrades ou ajouter des bancs. Ouais. La Ville de Québec là, a annoncé un investissement là, de plus de 20 millions de dollars dans les prochaines années. D'ailleurs, le système d'éclairage, on a entendu parler, mais le système d'éclairage, le système de son a été changé cette année. Dans les 2 prochaines années, ce sera la façade extérieure avec toutes les améliorations là, autour du stade et à l'intérieur là, au niveau de la structure du bâtiment. Il y a des beaux investissements qui s'en viennent là, au niveau du stade. Puis on est vraiment content parce que le stade, dans le fond, il sert à une grande majorité de personnes, d'utilisateurs qui n'est pas les capitales. OK, ouais. On voit en ce moment, il y a du baseball mineur qui joue, il y a le tournoi de baseball mineur. Souvent, on divise le terrain en 3 terrains, puis ça nous permet de faire des matchs. Là, il y a 6 équipes en même temps qui jouent. Donc, OK. tu sais, les capitales, annuellement, sont utilisateurs du stade seulement qu'à 12 %. Ça doit être le fun là, pour des jeunes, mettons, là, je me mets à leur place de venir jouer dans un stade, c'est impressionnant, même s'il n'y a pas les partisans, ben, c'est comme un jeune, mettons, qui irait patiner au Centre Bell. Ouais. C'est spécial pour eux. Absolument, exactement. C'est le genre de choses qu'on voulait offrir. On veut que tous les jeunes de la région de Québec aient l'opportunité de jouer sur le terrain du Stade Canac. À l'époque, avec le terrain naturel, malheureusement, ce n'était pas possible parce que le terrain devait toujours rester en pleine santé pour les capitales, pour le baseball professionnel. Là, maintenant que le synthétique, bien, ça nous permet vraiment une surutilisation du stade, puis on est vraiment content. Tu as parlé du système d'éclairage, ça me fait penser, là, je pense au début de la saison, je ne me trompe pas, vous avez eu un petit problème lors du premier match. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Bien, en fait, c'est le système d'éclairage, malheureusement, là, c'est pas de notre ressort parce qu'on n'a pas eu aucun contrôle là-dessus. Là. Mais le fabricant, là, ce qu'on nous explique, c'est que le fabricant de lumière a simplement fait une erreur dans la chaîne de montage lorsqu'il a envoyé les lumières ici, puis les lumières ont été livrées défectueuses. OK. Ce qui a fait en sorte qu'on a été obligé d'annuler un match
à cause que les lumières ne fonctionnaient pas. Ils prenaient l'eau. Là, à date d'aujourd'hui, je pense que la moitié des lumières ont été changées. OK. Puis il en reste une autre moitié qui devrait être changée. Là. Qui On sont me encore dit- défectueuses? Oui, qui sont encore OK. défectueuses. Ils ont été, on va dire, temporairement réparés pour éviter que ce genre de situation-là se reproduise. Mais oui, ils sont encore défectueuses. Ça devrait normalement se régler dans le prochain mois, là, ce qu'on me dit. Est-ce que sur le moment, c'est comme une grosse frustration ou ça fait partie de la game, puis on s'adapte, puis on avance? C'est plate. Ouais. Ça- C'est hors de votre contrôle, là? C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas dans nos habitudes de mal paraître à la Ligue. Tu sais. Ouais. Le joueur adverse avait un match sans point et coup sûr au moment où c'est arrivé. Tu sais, OK. c'est quelque chose qui peut arriver seulement qu'une fois dans ta vie. Là, tu sais. Ouais. C'est extrêmement rare. Là, tu sais. En 26 ans, il y a un lanceur des Capitales qui a lancé un match sans point et coup sûr. Tu sais. Fait que dans le fond, vous étiez en plein match, la game a coupé à cause de l'éclairage, Ouais. puis vous avez annulé le restant de la partie ou vous C'est l'avez ça. poursuivi à un autre moment? On l'a poursuivi le lendemain, mais le lanceur ne pouvait pas relancer le lendemain. Là, Ouais. tu sais. Au niveau du baseball professionnel, quand tu as un départ, ben, c'est à tous les 5 jours. Puis lui, c'était comme ça. Est-ce que c'est toutes les mêmes règles dans la Ligue frontière dans laquelle vous participez que, par exemple, la MLB? C'est exactement les mêmes règles, à quelques, on va dire, petites Exceptions près. Là, tu sais. Nous, on n'a pas la reprise vidéo. Ouais. Donc, on n'a pas la. Tous nos matchs sont web diffusés, sont télédiffusés, mais on n'a pas la règle de la reprise vidéo, chose que dans le baseball majeur, ils ont actuellement. Ouais. Sinon, tous les règles, c'est exactement les mêmes. Fait que le lanceur, est-ce qu'il y a un pitch clock ou... Oui, il y a un pitch Ouais? clock. OK. Il y a le pitch lock, il y a le pitch lock, c'est le même temps également que dans les ligues majeures. Il y a une petite différence là, tu sais, au niveau des communications. Maintenant, le receveur a le droit d'avoir un écouteur pour communiquer avec le banc et le lanceur. Ah ouais? Là, nous, on ne l'a pas, ça. C'est des petites, OK, des petites ça, c'est affaires dans comme la ça. MLB. Oui, dans la OK. MLB, nous autres, on n'a pas ça. C'est des petites affaires comme ça, mais le reste, c'est exactement la même chose. Il y a les manches supplémentaires, donc nous, on n'a pas de manches supplémentaires. Le baseball majeur, le match peut se terminer en 16e, 17e, 18e match. Nous, malheureusement, c'est seulement qu'en 11e manche parce que OK. nous, on a seulement 24 joueurs dans notre alignement. Le baseball majeur en a plus d'une trentaine. Donc, si nous, on se rend jusqu'en 16e manche, bien, ça va hypothéquer nos joueurs pour Ouais. le match reste de du la lendemain, semaine, le reste puis de la en plus, semaine. vous jouez à une fréquence C'est ça, incroyable. là. c'est ça. Ta relation, toi, avec le baseball professionnel, tu sais, par exemple, est-ce que tu es un mordu d'MLB, tu suis ça, tu vas voir des matchs pendant l'été dès que tu as l'occasion, ou c'est comme tu essaies de te détacher de ça dès que tu en as l'occasion quand tu quittes le boulot? Ben, en fait, c'est drôle parce que moi, je vais dans un stade de baseball, tu sais, puis j'ai visité 2 stades récemment aux États-Unis. Puis moi, je regarde pas le match. OK. Tu sais, j'étais un super fan de baseball, puis je comprends très bien le jeu. Là, tu sais. J'ai joué au baseball, puis je suis extrêmement impliqué dans les décisions baseball encore. Tu sais. Mais ce qui m'intéresse lorsque je vais à un match de baseball, c'est pas la game en tant que telle, mais c'est tout ce qui est le reste. Donc, Ouais, tout ce qui entoure l'expérience l'expérience. client. Moi, je regarde les gens danser, je regarde les gens, j'écoute la musique, je vois les nouveautés dans différents stades. Fait que c'est de même que moi, je vais voir un match de baseball beaucoup plus que de regarder le match proprement dit. Je fais un petit peu la même affaire ici aussi. Oui, le match est intéressant, et ainsi de suite, mais je ne suis pas la personne qui va argumenter sur une prise, une balle, on aurait dû mettre tel Ouais, joueur ou tel OK. joueur. Je me distance un petit peu de ça. Le marketing, l'expérience client, tout ce qui est les technologies dans un stade, bien, c'est ce qui me passionne encore plus. Puis c'est ce qui fait en sorte, je pense, que c'est à cet endroit-là que je peux amener encore plus de valeur, je pense, au capital. Outre le stade Canac, est-ce que tu as un stade coup de cœur dans le monde que tu as pu visiter? En fait, j'ai été plusieurs fois au Fenway Park, mais Ouais. le Wrigley Field est pour moi Chicago, à c'est Chicago, c'est ça, le Wrigley Field Les Cubs. à Chicago qui mettent encore les points à la main. Donc, c'est des gens qui mettent les OK, points ouais, comme vous faites comme ici. on fait ici. Un stade construit un peu dans les mêmes années. Je pense que c'est 1916 là-bas, nous autres, c'est 1938. Fait que c'est pour moi des stades qui ont de l'histoire un peu comme ça. Un peu également avec le Fenway qui est dans les mêmes années aussi. Fait que ces stades-là me font énormément de... Ça sent différent. Tu rentres dans le stade, il y a de l'histoire, il y a Ouais. quelque chose de spécial. Puis pour moi, mythique. c'est mythique, c'est ça. Puis c'est ce que j'apprécie de visiter ces stades-là.
Est-ce que tu dirais que c'est le meilleur spot pour regarder le match, ceux qui justement qui accrochent les points à la main? C'est drôle parce que j'ai visité, on peut visiter quand on va là-bas, là, puis j'ai visité les boîtes, là, c'est très, très petit, mais oui, ils peuvent voir le match de. Puis, tu sais, c'est toute une logistique, il y a des échelles, là, puis il faut qu'ils mettent tous les points, là, c'est très. OK, c'est quand même dangereux. Oui, c'est ça, c'est quand même c'est spécial. Là, tu sais, puis, tu sais, ils mettent les points pour les autres équipes de la Ligue aussi, le classement. Ouais, il y a beaucoup de Fait choses qu'il y a en même temps. il y a d'autres matchs pendant ce temps-là, tu sais, fait que les points changent et ainsi de suite. Fait que c'est une grosse logistique. Là. Je pense qu'ils sont une dizaine C'est ça, à c'est pas changer juste les une points. personne comme ici. Non, Là. c'est ça. Puis ici, je me demandais justement, je suis venu voir un match récemment, puis comme la personne est comme un peu cachée par le scoreboard, mais est-ce qu'il marche sur une plateforme ou il est vraiment debout comme sur un espace comme ça? Il est vraiment. Il peut s'asseoir, il y a une chaise également, là, OK. mais il est sur une plateforme, c'est assez haut, là, c'est à peu près à 12 c'est pieds ça. dans les airs. 12 pieds dans les airs, puis c'est ça. Donc, on met encore les points à la main, puis on nous a tellement offert pendant des années de est-ce que vous voulez changer le tableau pour aller avec un tableau électronique, puis ça serait beaucoup plus simple, puis plus facile, puis non, on reste avec notre tableau. Vous aimez l'authenticité ouais. que ça génère? Puis c'est important que dans les rénovations du stade, ça demeure ainsi. OK. Fait que vous voulez tout le temps garder une touche historique ou authentique au-delà de la technologie, disons. Absolument. Puis les gens oublient souvent que, tu sais, il y a des gens de l'extérieur, puis des Américains, puis qui viennent à Québec pour visiter le stade, puis même pas voir un match des Capitales. Ils veulent simplement Voir le stade? Le stade, là, l'équipe est sur la route, puis il y a des dizaines et des dizaines de personnes par semaine qui se présentent ici pour visiter le stade, puis en ont entendu parler. Dans le monde du baseball, ils l'appellent le petit Fenway du Nord. OK. C'est une belle comparaison. À cause des colonnes dans les estrades, puis le toit OK. qui est semi-couvert, un peu comme le Fenway Park, puis l'architecture, la manière dont il a été construit également là, dans les airs, la galerie de presse qui est exactement à la même endroit. Donc, ce genre de. Et les corridors, il y a beaucoup de similitudes quand même. Là, donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter le stade seulement. Est-ce qu'à ce moment-là, quand des gens se présentent comme ça, vous offrez des visites guidées? Il y a des employés destinés pour ça? En fait, oui, c'est pas toujours parce que des fois, ils arrivent à l'improviste puis ainsi de suite, mais oui, c'est possible de visiter. On a un historien du baseball à Québec, là, M. Daniel Papillon, qu'on embauche puis qui fait des visites guidées pour des groupes de 10, 15 ou 20 personnes. Puis c'est possible de venir le visiter. Au deuxième étage, il y a une longue ligne du temps avec toute l'histoire des anciens joueurs, des équipes qui ont passé ici. Fait que c'est assez hot. Ma prochaine question, c'est on sait que dans plusieurs pays, comme mettons les États-Unis, République dominicaine, le Japon, le baseball est très populaire. Il y a beaucoup d'effervescence alentour du baseball. Au Québec, vous le prouvez, il y a de l'engouement, mais à quel point le baseball est en santé? Tu dirais, comment tu vois ça? Est-ce que tu t'impliques justement aussi là-dedans, au niveau plus québécois, de l'évolution puis de la santé du baseball? Absolument. J'ai toujours été super impliqué. Là, jusqu'à tout récemment, j'étais propriétaire d'une académie de baseball là, à Québec. Puis j'ai entraîné, j'ai coaché pendant 6 ans. J'ai été également là, président des Diamants de Québec, l'équipe junior majeure qui est ici au Stade Canac. Donc mon implication, là, je veux être un super de bon ambassadeur. Puis on est impliqué avec Baseball Québec, Région de Québec, la fédération également. On a des super de bons liens avec tout le monde. Le baseball se porte vraiment bien. Je pense que la fédération a fait un travail exceptionnel au cours des dernières années, au cours des 10-15 dernières années. On est la référence pour le sport féminin collectif actuellement. Donc, le baseball féminin est en très grande croissance. Après le départ des expos, là, en 2004, là, on est tombé au Québec à peu près autour de 18 000 jeunes, 16-18 000 jeunes. Puis aujourd'hui, on est plus de 40-45 000 jeunes. Wow, belle progression. Belle progression. Puis le baseball est en santé plus que jamais au Québec. Est-ce que tu penses que le fait qu'il n'y ait pas d'équipe professionnelle, à part vous, mettons, là, je veux dire, pas d'équipe de la LNH, de MLS ou peu importe quelle ligue, est-ce que ça vous avantage dans la démographique de la Ville de Québec par rapport à vos assistances puis à l'engouement porté envers l'équipe? Je vous dirais qu'actuellement, c'est un peu la parfaite situation parce que on a la chance à Québec d'avoir des médias
qui sont dédiés au sport puis qui informent les gens. On a un petit peu une couverture, puis on se vante un petit peu de ça à la Ligue Frontière, on a un petit peu une couverture digne des majeurs. On est quotidienne. Quotidienne et ainsi de suite. Les journalistes sont présents, donnent un super de belle, informent les consommateurs, les clients, les fans des différents mouvements avec l'organisation. On n'a pas d'autres sports durant l'été. Donc, à Québec, on est seul. Il n'y a pas d'autres sports. Fait que ça, c'est une autre chance. Les gens qui veulent voir du sport, bien, ils viennent aux capitales. C'est un petit peu tout ça qui fait en sorte qu'on est chanceux, oui. À quel point ça aurait un impact négatif s'il y en avait une? Parce que, tu sais, comme tu dis, probablement, c'est l'été. Puis deuxièmement, tu sais, avec le prix des billets qui est vraiment pas coûteux, la belle offre de nourriture, tu sais, est-ce que tu penses que ça aurait peu ou pas d'impact? Ce serait tellement une bonne nouvelle pour le développement du sport à Québec. Je suis un pro sport en général. J'aime avoir le choix dans la vie. J'aime avoir... pour moi, ça ne ferait aucun doute. Il n'y aurait absolument aucun problème avec l'organisation. On doit, en tant qu'organisation sportive, s'impliquer dans le développement du sport pour les jeunes. Puis pour moi, si jamais il y avait une autre équipe de sport, peu importe laquelle, professionnelle à Québec, durant l'été, ça ne changerait absolument rien parce que ça serait une bonne nouvelle pour le sport à Québec. Vous verriez plus ça comme une amalgame, puis de se monter ensemble. Puis... Absolument. C'est cool. Ce serait quoi les objectifs pour le reste de la saison, tu sais, au-delà des performances? Mettons, tu parles beaucoup de l'expérience client, tu sais. Là, vu que vous êtes in-season, comment on continue d'avancer, mais en améliorant les choses? On a encore beaucoup de travail à faire. On réalise que les files d'attente actuellement sont encore trop longues. Les gens attendent, donc on se gratte un petit peu la tête à savoir comment on peut améliorer ça. On se croise les doigts pour que Dame Nature soit un petit peu plus gentil avec nous. On a de la difficulté quand même à toutes les fois qu'on joue presque. Il y a de la pluie ou il annonce de la pluie, donc c'est toujours un petit peu difficile. Puis évidemment que l'objectif, c'est il nous reste encore 30 matchs en juillet et en août là, au Stade Canac. L'objectif, c'est de donner encore plus un meilleur spectacle à tout le monde comme d'avoir un match de capitale. Au-delà, mettons, des victoires, des résultats sur le terrain, juste l'expérience pour tout le monde. Oui, exactement. De la montée encore. Exactement. Bon, ben on vous le souhaite. On va vous souhaiter un 4e championnat d'affilée. Puis un gros merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Merci Charles. Merci. Si vous êtes rendu jusqu'ici, je tiens à vous remercier. C'est vraiment votre fidèle écoute qui va permettre à mon contenu d'avancer. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez m'écrire directement. Puis aussi, j'aimerais savoir quel genre de personnes vous aimeriez voir pour la suite. Donc, vous pouvez me pitcher des noms, des idées. Puis moi, ça va me faire plaisir de lire ça. Donc, un gros merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.